Ce soir, l'équité vaccinale, un cheval de bataille pour le NPD. Le chef néo-démocrate Jock Meeting répond à nos questions. Que peuvent faire les pays mieux nantis comme le Canada pour améliorer la répartition des vaccins contre la COVID? On retrouve en Suisse Carl Blanchet, directeur du Centre d'études humanitaires de Genève. L'unanimité aux communes pour bannir les thérapies de conversion. Les nouvelles mesures aux frontières pour lutter contre le variant Omicron. On analyse les dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. De nouvelles contraintes pour les voyageurs canadiens devant l'émergence du variant Omicron. Le président américain Joe Biden a annoncé aujourd'hui que les voyageurs du Canada et d'ailleurs dans le monde qui voudront se rendre aux États-Unis par voie aérienne devront subir un test de dépistage de la COVID-19 pas plus de 24 heures avant l'heure prévue de leur départ. Pendant ce temps, à la Chambre des communes, le chef du NPD, Jock Meeting, a reproché au gouvernement Trudeau de manquer de clarté par rapport aux règles qui entourent les voyages, comme par exemple la quarantaine obligatoire en attendant les résultats négatifs d'un test de COVID. On l'écoute. Le variant Omicron est tellement inquiétant. Les gens ont peur pour leur famille et leur communauté. Mais les gens comprennent la nécessité d'avoir des mesures sanitaires pour prévenir la propagation de ce variant. Mais on doit avoir des mesures claires et cohérentes. Et c'est la critique qui continue de ce gouvernement libéral, un manque de cohérence et clarité avec les mesures sanitaires, particulièrement pour le voyage. Donc, est-ce que le Premier ministre est prêt de livrer un plan clair et cohérent pour aider les Canadiens de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils décident de voyager? Honorable vice-premier ministre. Merci pour la question. Monsieur le Président, je suis d'accord avec le leader d'NPD que la lutte contre la COVID reste la plus importante politique économique et évidemment pour la santé des Canadiens et Canadiennes. Et je veux vraiment remercier tous les fonctionnaires de la santé publique du Canada et de nos services frontaliers pour la réaction si vite pour nous tous défendre contre le variant Omicron. Et pour parler de ce dossier et d'autres également, nous avons justement avec nous le chef néo-démocrate Jock Meeting. Bonsoir, M. Singh. Bonsoir. Bon, avant qu'on parle de clarté dans les règles et d'équité vaccinale, j'aimerais revenir avec vous sur ce rare moment d'harmonie, je dirais, à la Chambre des communes mercredi. Le projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion a été adopté à l'unanimité à la suite d'une motion des conservateurs pour accélérer le processus. On a même vu des députés traverser la Chambre pour faire des accolades à leurs collègues des partis adverses. Quelle a été votre réaction à vous à ce moment de grâce au Parlement canadien? C'était vraiment un moment spécial. C'était un moment de fierté parce que c'était une loi nécessaire. C'était une ancienne députée néo-démocrate qui a présenté cette motion la première fois, Sherry Benson. Puis, nos collègues Randall Garrison a continué avec cette motion. Donc, on est très fiers du travail de plusieurs militants dans la communauté LGBTQ+. Et le fait qu'on a eu la chance de travailler ensemble pour faire passer un projet de loi vraiment important qui envoie un message aux communautés qu'on est avec vous et on va interdire quelque chose qui a fait des blessures dans la communauté. Sur l'arrivée maintenant du variant Omicron, on vient de vous entendre à la Chambre des communes, vous reprochez au gouvernement Trudeau de manquer de clarté face aux nouvelles règles qui entourent les voyages. Qu'est-ce que vous reprochez aux libéraux exactement? Donc, à ce moment, on n'a pas une approche de clarité ni cohérence. Et c'est une critique qui existe toujours pour le gouvernement libéral à plusieurs reprises avec les mesures sanitaires nécessaires pour les voyageurs. Ce n'était pas toujours clair c'est quoi les règlements et les règlements n'étaient pas cohérents. Il y a une approche différente pour des pays différents, mais ça manque des vraies menaces. Donc encore, on a vu
on voit encore cette même continuation de manque de cohérence et clarité avec les mesures sanitaires. Qu'est-ce que vous feriez, vous, de mieux au NPD? Donc, un exemple, c'est à ce moment, on a une interdiction des vols de certains pays à cause du variant Omicron. Mais on a des autres pays où le variant Omicron est présent, mais les vols ne sont pas annulés ou interdits. Donc, ce n'est pas cohérent. Aussi, avec les États-Unis, ils ont mis en œuvre une recommandation, pas une recommandation, un besoin d'être de testing avant d'arriver aux États-Unis, mais on n'a pas les mêmes besoins ou on n'a pas les mêmes mesures pour les gens qui voyagent aux États-Unis ou au Canada. Donc, cette manque de clarité et cohérence, ça fait en sorte que les Canadiens qui, à ce moment, sont hors du pays ou qui veulent voyager n'ont pas de clarité. Donc, on veut cohérence et on veut clarité et on veut que le gouvernement la fasse rapidement, présente un plan clair avec des cohérences. Parlons maintenant de l'équité vaccinale avec les pays défavorisés. C'est un cheval de bataille pour le NPD. On le sait, on ne sera pas en sécurité au Canada tant et aussi longtemps que la planète va être vaccinée. Qu'est-ce que vous souhaitez de la part du gouvernement canadien à cet égard? Donc, l'outil le plus important est l'outil demandé par les pays de moins ressources, comme vous avez dit, défavorisés. Leur demande est claire. Ils veulent avoir la capacité de produire les vaccins chez eux. Et pour faire ça, on a besoin, pour un temps, d'éliminer, exempter les brevets des vaccins. Donc, ça veut dire que le Canada doit prendre des positions d'appuyer ces pays défavorisés. Et jusqu'à ce moment, M. Trudeau et le gouvernement fédéral, libéral, continuent de défendre les profits des grandes entreprises pharmaceutiques au lieu de défendre les intérêts des pays défavorisés. Et comme vous avez mentionné, je suis tellement d'accord, notre équipe est d'accord, qu'on doit faire face à cette pandémie dans une façon mondiale parce que c'est une pandémie mondiale. Et on ne peut pas réussir sans aider les autres pays. Oui. Est-ce que vous pensez quand même vraiment que le Canada a un poids, un impact pour faire lever ces brevets de fabrication des vaccins auprès des pharmaceutiques? Pensez-vous vraiment que le Canada est un gros joueur dans ce domaine? Bien sûr, on est un pays de G7, on est un pays de G20. On a beaucoup de pouvoir. Et à ce moment, dans les discussions qui se passent, le Canada, à ce moment, continue de défendre les profits des grandes compagnies pharmaceutiques au lieu de dire clairement que notre position est de donner une exemption pour le court terme pour aider les autres pays. Et c'est leur demande. À ce moment, le président des États-Unis a dit qu'il est ouvert à cette exemption, mais le Canada n'est pas. M. Trudeau n'est pas ouvert. Donc, c'est un manque de leadership, c'est une faillite, effectivement. Et c'est quelque chose qu'on doit changer. Bon, le temps file, M. Singh. C'est la première fois qu'on vous reçoit depuis que les travaux à la Chambre des communes ont été lancés la semaine dernière. On est toujours dans un contexte de gouvernement minoritaire. On a reproché au NPD dans le passé de souvent voter pour maintenir en vie ce gouvernement. Est-ce que vous êtes toujours en négociation justement avec les libéraux pour faire fonctionner ce nouveau Parlement? On va avoir toujours des discussions générales. On n'a pas un accord ni formel ni informel, mais on continue d'avoir des conversations pour comment on peut faire fonctionner ce gouvernement. Mon but, c'était toujours le cas qu'on veut respecter la décision des Canadiens d'avoir un gouvernement minoritaire. Et mon travail comme chef et notre travail comme équipe, c'est de s'assurer que ce gouvernement fonctionne pour les gens, pas pour les plus riches, pour les PDG, mais pour les gens, pour les travailleurs, pour les familles. Et c'est ce qu'on va faire. Bon, de façon générale, quelles vont être les grandes priorités du NPD pendant cette session parlementaire? Des grandes priorités, c'est l'environnement avec la crise climatique et ce qui se passe en Colombie-Britannique. C'est évidemment super clair qu'on doit agir et dès maintenant, on doit investir dans une infrastructure qui aide à créer des communautés plus résilientes face à la température extrême qui est de plus en plus commune. Deuxièmement, on a une crise du logement qui frappe fort. Donc, on veut voir des actions concrètes pour
pour faire face à cette crise aussi. Et on a entendu l'ancien gouverneur du Banque du Canada qui a dit que le gouvernement libéral et le gouvernement fédéral, il a dit, a un grand rôle à jouer pour régler cette crise. On va voir des actions concrètes. Et toujours, on a une grande préoccupation sur la COVID-19 et la pandémie, comment on peut aider les gens et comment on peut réussir contre cette pandémie. Et en terminant, M. Singh, on sait que le NPD compte un seul député au Québec, Alexandre Boulris. Quelles sont vos priorités plus spécifiques pour le Québec? Pour le Québec, j'étais là il y a quelques journées, j'étais à Montréal. J'ai eu des rencontres avec les travailleurs et travailleuses, avec l'FTQ, les syndicats et aussi avec Greenpeace Canada. Greenpeace Québec, ça veut dire un organisme de l'environnement. On a parlé avec les communautés, les gens, les jeunes, les personnes âgées. Et au Québec, la crise climatique, c'est quelque chose de tellement important. Les gens au Québec sont tellement sensibilisés et ils veulent voir des actions concrètes. Ça veut dire éliminer les subventions aux entreprises pétrolières, réinvestir cet argent dans l'énergie renouvelable pour créer des bons emplois qui réduisent nos émissions. Aussi, la crise du logement, ça frappe fort au Québec aussi, à Montréal. Le coût d'acheter une maison, le coût pour le loyer, ça a augmenté tellement depuis des dernières années. Donc, c'est vraiment un enjeu. Et en général, l'abordabilité. Donc, on a présenté des options pour réduire les coûts de services cellulaires et services d'Internet. Et c'est quelque chose qui est complètement dans la compétence de la juridiction fédérale. Et on a un plan pour réduire les coûts. Donc, notre but, c'est d'aider les gens et aussi investir dans les soins de santé. Les provinces et territoires veulent avoir une augmentation des financements pour mieux financer nos soins de santé publics et universels. Et on est d'accord. Alors, on va vous suivre, Jagmeet Singh, chef du NPD. Merci et au plaisir de vous recevoir à nouveau à notre émission. Merci. Merci. J'en discutais il y a un instant avec Jagmeet Singh. Le virus de la COVID-19 affecte l'ensemble de la planète. Multiplier les mesures et les vaccins dans les pays les plus riches ne compense pas pour la faible protection chez la majorité des pays défavorisés. Alors, pour discuter de ce problème, je retrouve un expert en la matière, Carl Blanchet, qui est directeur du Centre d'études humanitaires de Genève et professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Genève. On le retrouve donc en Suisse. Bonsoir, M. Blanchet. Bonsoir. Les experts sont unanimes. Des nouveaux variants comme Omicron vont continuer à émerger tant et aussi longtemps qu'une grande proportion de la planète ne sera pas vaccinée. Je vous demanderai d'abord jusqu'à quel point il y a des inégalités dans la couverture vaccinale dans le monde. Quel est le portrait de la situation actuelle? Le portrait est assez catastrophique. En fait, uniquement 3% de la population qui ne sont pas en Europe ou en Amérique du Nord ont été vaccinés, ont reçu une seule dose de vaccin dans le monde. D'accord ? On a aujourd'hui des pays comme le Canada, la Suisse où je suis, ou la France, qui ont des réserves qui sont 3 fois plus importantes que leurs besoins. Et pourtant, les vaccins n'arrivent pas dans les pays d'Afrique subsaharienne, dans les pays en conflit. Par exemple, là où je travaille, 4% de la population syrienne a été vaccinée ou a reçu une seule dose. Et là, on peut faire une liste très très longue de tous les pays qui n'ont pas encore reçu de vaccin. Ouais. Et donc, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que doivent faire justement ou doivent faire les pays les plus riches pour améliorer l'équité vaccinale, selon vous? Aujourd'hui, l'OMS et Gavi, qui est l'agence des vaccinations, a créé un système, un mécanisme qui s'appelle le COVAX. Oui. Qui est un système qui évite la diplomatie vaccinale, d'accord, qui va faire en sorte que l'on va pouvoir distribuer les vaccins dans le monde de manière équitable sur des bases et des critères qui n'ont rien à voir avec la politique internationale. Aujourd'hui, les promesses de donation de vaccins au COVAX ont été respectées uniquement à hauteur de 11% ou 10%. D'accord ? Et pourtant, des promesses ont été faites par tous les pays les plus riches, pour faire en sorte que les vaccins soient donnés. Et donc aujourd'hui, COVAX, on tire à boulet en fait sur ce mécanisme qui n'a pas rempli ses fonctions, mais
Si les pays ne jouent pas le rôle, on n'y arrivera pas. Les compagnies pharmaceutiques, pareil, se retrouvent aujourd'hui on est dans un état de non-transparence sur, par exemple, le niveau de production. On n'a aucune idée combien Pfizer, Moderna produisent aujourd'hui de vaccins. Et donc ce manque de transparence et le manque de donation fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec un système de répartition équitable des vaccins qui n'est pas effectif. Puisque vous parlez des pharmaceutiques, M. Blanchet, les compagnies qui produisent les vaccins contre la COVID, là, comme Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, on sait qu'il y a aussi tout ce débat sur l'importance de lever leurs droits sur la fabrication des vaccins, sur leurs brevets de fabrication pour permettre aux pays moins favorisés d'en produire eux-mêmes de leur côté. Est-ce que ça pourrait être une solution à l'inéquité vaccinale? Tout à fait, ça pourrait être une excellente solution. Et il y a énormément de voix qui se sont levées pour faire en sorte de mettre la pression sur ces compagnies de manière à ce qu'on puisse lever leurs droits et qu'on puisse avoir des fabrications qui se fassent dans plusieurs coins du monde et dans plusieurs pays. Aujourd'hui, ça a été un échec total de la part de la politique internationale sur ce point-là. Et même des voix se sont élevées, telles que Joe Biden, pour dire essayons de courber un petit peu le pouvoir de ces compagnies pharmaceutiques. Aujourd'hui, on arrive avec un résultat zéro. Oui, parce que quand on regarde les chiffres, là, quand on regarde les statistiques, on constate que les compagnies qui fabriquent des vaccins ont fourni jusqu'à maintenant aux pays défavorisés beaucoup moins de vaccins que ce qu'elles s'étaient engagées à faire, beaucoup moins que pour les pays riches. Vous parliez tout à l'heure de COVAX, dont le système ne fonctionne pas vraiment. Comment on peut forcer les pharmaceutiques à respecter leurs engagements à cet égard? Alors c'est une excellente question. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. J'ai pas non plus le pouvoir. Toute la communauté scientifique s'est levée d'une seule voix pour dénoncer tout cela, et on n'a pas eu aucun pouvoir, on n'a eu aucune influence là-dessus. Les politiques, les politiciens, je sais que président Macron, président Biden ont aussi essayé de changer cela, et aujourd'hui on se retrouve en état d'impuissance. Oui, on se sent impuissant, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Un mot sur la troisième dose de vaccin, la dose de rappel. Au Canada, on a commencé à administrer cette troisième dose pour les personnes donc, qui sont plus âgées, les plus à risque. Aux États-Unis, le processus est encore plus avancé qu'ici au Canada. Est-ce que vous pensez que l'administration d'une troisième dose dans les pays riches devrait être reportée? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est qu'en fait, je n'ai rien contre cette troisième dose et je pense... On le sait tous, cette troisième dose est très importante et elle est énormément protectrice. Et donc c'est important que les gens, notamment qui sont avec un système immunitaire déficient, aient accès à cette troisième dose. C'est très très important. C'est important que les gens se fassent vacciner. Je ne pense pas que la troisième dose soit incompatible, vu les niveaux de production de vaccins aujourd'hui, à ce que d'autres pays, les moins riches, puissent avoir accès aux vaccins. Donc, il n'y a pas une incompatibilité pour moi. Bon, le temps file. Je veux vous entendre sur les mesures aux frontières. Depuis la semaine dernière, plusieurs pays, dont le Canada, ont annoncé le resserrement de leurs frontières, notamment en les fermant aux pays d'Afrique australe, avec l'arrivée, évidemment, du nouveau variant Omicron. Est-ce que c'est une mesure qui est efficace, selon vous? Parce qu'il y a un débat là-dessus. Oui, il y a débat, c'est une mesure qui est inefficace. On a fermé des pays à destination, d'origine, où en fait le virus n'y était pas, l'Omicron, le variant n'y était pas, et en fait aujourd'hui on ferme les frontières alors que Omicron est sans doute déjà dans tous les pays. Donc voilà, c'est une mesure qui est complètement inefficace et qui a soulevé en fait une vague je dirais un petit peu d'insultes vis-à-vis d'un certain nombre de pays qui n'étaient pas à l'origine de ce virus-là. Ouais, donc ça montre encore aujourd'hui le manque de solidarité globale et internationale, et je crois que malheureusement on a brillé par notre absence de solidarité et de sens d'humanité. Oui, je vais terminer, il nous reste quelques secondes en vous parlant de la vaccination obligatoire, d'autant plus qu'on vous retrouve en Europe. On assiste à une nouvelle flambée des cas de COVID en Europe. Il y a des pays européens comme l'Autriche et peut-être même l'Allemagne qui s'acheminent vers la vaccination obligatoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette vaccination obligatoire? Est-ce que c'est une bonne politique selon vous?
Je pense que c'est une bonne politique. On l'a vu en Suisse, on l'a vu en France, ça a très très bien marché, où en fait l'obtention d'un pass sanitaire était liée en fait aux doubles doses, ou en tout cas des tests PCR. Voilà. Moi je trouve que c'est une excellente solution, et ça a augmenté. Vous savez, la France par exemple, qui est un pays où la vaccination, l'hésitation à la vaccination est très très importante, et finalement on se retrouve en France avec un taux de vaccinal national qui est au-delà des 80%. Donc, ça vaut la peine d'essayer d'y aller avec la vaccination obligatoire. Carl Blanchet, directeur du Centre d'études humanitaires de Genève et professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Genève. Merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci à vous. Et c'est le moment de faire le point sur les dossiers chauds de la semaine au Parlement. Et pour ça, je retrouve nos journalistes Joël Denis Bellavance et Catherine Lévesque. Et on accueille un nouveau joueur cette semaine, Yves Malo, qui fut chef du bureau parlementaire pour Radio-Canada à Ottawa. Alors Yves, bienvenue parmi nous et bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. Bon, d'abord, sur ce moment de grâce, mercredi à la Chambre des communes, cette belle unanimité, quand est venu le moment d'adopter le projet de loi sur l'interdiction des thérapies de conversion, c'est que la motion pour accélérer les choses a été mise de l'avant par le Parti conservateur qui était aux prises avec des dissensions à l'interne sur cet enjeu-là. Joël Denis, je vous demanderais d'abord, est-ce que vous avez des informations sur ce qui s'est passé dans les rangs conservateurs pour qu'on en arrive à ce résultat-là? Ben, le chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, a imposé sa loi, c'est-à-dire qu'il voulait que ce soit réglé avant les fêtes et qu'on procède le plus rapidement possible. Donc, il y a eu une sorte d'ultimatum poli, je vous dirais, qui a été livré aux troupes parce qu'en matinée, M. O'Toole voulait laisser un vote libre, mais il a compris que s'il laissait un vote libre, le Parti conservateur pourrait, encore une fois, se diviser sur la place publique sur cette question. Donc, on a voulu faire preuve de célérité et c'est ce qui a été fait mercredi. Yves, est-ce que c'est le signe que l'unité est de retour dans les rangs conservateurs? Peut-être, mais pas nécessairement, parce que, bien sûr, M. O'Toole a dû dire à ses membres récalcitrants, choisissez vos combats et celui-là ne devrait pas en faire partie parce qu'il donne plein de munitions au Parti libéral pour les critiquer sur la place publique. Alors, il a dû leur dire, choisissez vos combats et laissez passer ce projet de loi qui, finalement, ne touche pas tant de gens que ça parce que les thérapies de conversion qui, aujourd'hui, pensent qu'une orientation sexuelle peut être réversible, il n'y en a pas tant que ça. Oui. Catherine, est-ce qu'à tout le moins, on doit y voir un signe qu'Erin O'Toole est en train d'installer son leadership dans le parti? Oui, certainement. Je pense qu'il y a une majorité de députés qui ont été bien clairs à ce sujet-là, qui ont dit, écoutez, on a déjà étalé nos réticences à ce projet de loi-là. Maintenant, il faut aller de l'avant, il faut passer à un autre appel. C'est vraiment ce qu'on a entendu hier de la part de certains députés. Mais là, ce que j'ajouterais, Esther, c'est est-ce qu'on aura la même attitude au Sénat? Parce que, bon, c'est bien beau, c'est passé à la Chambre des communes, mais est-ce que Erin O'Toole aura également le contrôle sur les sénateurs conservateurs? Moi, ce qu'on me dit pour l'instant, c'est qu'il y a des discussions encore à ce moment-ci entre les différents groupes sénatoriaux. Et puis, on veut quand même y aller rapidement, mais on ne va pas approuver d'un seul coup ce projet de loi. On veut quand même faire comparaître soit le ministre ou faire comparaître des témoins. On promet d'agir rapidement. C'est ce que les autres groupes sénatoriaux me disent. Mais là, pour les conservateurs, encore, on attend des réponses de leur part. Ouais. Alors, mais certainement, je pense qu'Erin O'Toole marque un virage dans cette décision. Et ça va être à suivre, évidemment. Sur la réponse maintenant du gouvernement à l'arrivée du nouveau variant Omicron, Joël Denis, est-ce que le gouvernement Trudeau a appris de ses erreurs en matière de gestion des frontières qu'on a vu au tout début de la pandémie? Oui, tout à fait. Et je pense aussi que le gouvernement Trudeau a un meilleur communicateur en la personne de Jean-Yves Duclos. C'est clair, c'est précis, c'est succinct. Et contrairement à l'ancienne ministre de la Santé, Paddy Hajdu, Monsieur Duclos semble vouloir sait où il va. Et il sait imposer le pas au ministère de la Santé. C'est ce qu'on m'a fait valoir. Le ministère de la Santé, c'est un gros ministère qui est difficile à faire bouger. Mais depuis que Duclos est là, ça bouge beaucoup plus rapidement parce que les ordres sont clairs, précis et on exige évidemment de l'action rapidement. Oui, parce que, Catherine, c'est le premier gros dossier pour Jean-Yves Duclos en tant que ministre de la Santé. Votre avis, justement, à vous, sur sa gestion de ce dossier-là?
Ça marque tout à fait un virage. Écoutez, au lieu d'être réactif, on est proactif dorénavant. Et je trouve ça intéressant quand même qu'avant, on écoutait l'OMS. Vraiment, en ce qui a trait aux frontières, certainement, on se basait sur leur avis. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt suivi l'exemple de nos alliés. Donc, on n'a pas attendu finalement que tout le reste de la planète ait mis des mesures supplémentaires à la frontière pour agir. Même si on a que, je pense, 7 cas détectés, bref, une poignée de cas en ce moment au Canada, on a décidé d'agir quand même. Et évidemment, ce sont des mesures qui vont évoluer. Je pense que là-dessus, le ministre a été très clair. On va suivre la situation de près et puis on va voir s'il y aura peut-être d'autres étapes à franchir la prochaine fois. Je pense que le prochain défi, vraiment, c'est de voir est-ce qu'on va s'enligner avec les États-Unis en ce qui a trait à la frontière et pourquoi cette exemption pour les tests de dépistage en provenance des États-Unis. Je pense que c'est là où il y aura un petit défi, je pense, pour le gouvernement Trudeau. Yves, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette réponse du gouvernement Trudeau cette semaine à l'arrivée du variant Omicron? Écoutez, un gouvernement très proactif sur la question. Je vous rappelle que même ce matin, on a rajouté 3 autres pays du continent africain où on ne peut pas recevoir de ces gens-là actuellement. Et donc, on écoute les provinces, on regarde ce qui se passe autour. Et je vous rappelle que c'était l'élément numéro 1, la priorité numéro 1 annoncée dans le discours du trône, c'est-à-dire le contrôle de la pandémie. Et en faisant de ce contrôle de la pandémie une priorité, on fait en sorte que les choses se déroulent mieux et on se dit, enfin, voilà une première promesse du discours du trône qui est tenue. Qu'on continue sur cette voie, même si on ne se souvient pas nécessairement des autres promesses, on se souvient surtout de celle-là. Oui. Dans les autres dossiers, maintenant, on apprenait aujourd'hui que le gouvernement va présenter sa mise à jour économique le 14 décembre. Joël Denis, vous vous attendez à quoi? D'abord et avant tout, j'ai hâte de voir quelle sera l'ampleur du déficit prévu par la ministre des Finances au cours de l'exercice financier en cours. Et ça, ce sera un chiffre, je pense, qui va frapper l'imaginaire parce qu'on s'attend à ce que ça frise encore les 150 milliards de dollars. Donc, évidemment, le gouvernement Trudeau va prêter le flanc à la critique si ce chiffre dépasse les 150 milliards de dollars qui étaient prévus d'ailleurs dans le dernier budget. Mais on verra parce que le gouvernement Trudeau, en campagne électorale, les libéraux de Justin Trudeau ont quand même fait beaucoup de promesses, 78 milliards de dollars de promesses, mais seulement 25 milliards de revenus au cours des 5 prochaines années. Ça aurait pour effet de gonfler, évidemment, le déficit. Ouais. Dans le conflit du bois d'œuvre, la ministre Mary Ng, qui mène une délégation aux États-Unis qui comprend des élus des partis d'opposition, c'est une sorte, en fait, d'équipe Canada pour faire pression sur les États-Unis qui ont augmenté, comme on le sait, évidemment, les tarifs sur le bois d'œuvre canadien. Il y a eu encore des questions du Bloc québécois aujourd'hui à ce sujet. Catherine, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette délégation? Écoutez, je pense qu'il faut quand même rester réaliste là-dedans. C'est un conflit là qui dure depuis des années et des années. Évidemment, on s'entend qu'il y a beaucoup de menaces protectionnistes de la part des États-Unis en ce moment. Le bois d'œuvre en est un, ça frappe l'imaginaire, évidemment, c'est très important pour le Québec. Alors voilà, je pense qu'il faut quand même rester réaliste dans nos attentes. Les États-Unis vont rester protectionnistes, que ce soit sous Donald Trump ou que ce soit maintenant sous Joe Biden. Alors je comprends bien qu'on mette en œuvre l'équipe Canada, cette stratégie qui nous a servi par le passé, mais je pense que vraiment c'est pour tenter d'entamer un dialogue, de le maintenir plutôt que vraiment d'avoir des résultats. Alors moi, je baisserais mes attentes peut-être. Oui, Yves Malo, en quelques secondes pour terminer, est-ce que vous êtes optimiste? Optimiste, non, absolument pas, parce que le gouvernement a des ennuis avec sa gestion du commerce avec les États-Unis, a des ennuis avec la Chine. Donc, tout ça mis ensemble fait que c'est excessivement compliqué et on ne voit pas le jour où les nuages vont se dissiper. Alors, c'est à suivre. Yves Malo, Catherine Lévesque, Joël Denis Bellavance, merci beaucoup. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 2 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.